Le grand débat, c'est donc votre nouveau rendez-vous sur Boursorama. Chaque vendredi, on passe en revue 3 sujets qui ont soulevé la polémique. Et nos 2 duellistes du jour, que l'on retrouvera donc tous les 15 jours, sont là, l'économiste Christian Saint-Etienne et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSCE. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors, on va d'abord s'intéresser à cette info qui a fait grand bruit en début de semaine, l'entrée au capital d'Air France du chinois China Eastern et de l'américain Delta Airlines. Alors, chacune de ces compagnies va prendre 10% d'Air France. La participation de l'État passera, elle, de 18 à 14%. Alors, messieurs, on peut y voir soit le verre d'eau à moitié plein, soit le verre d'eau à moitié vide. Le verre d'eau à moitié plein, c'est des retombées en termes de business pour Air France. Et puis, le verre d'eau à moitié vide, ce serait évidemment une perte d'indépendance de notre fleuron avec 2 actionnaires étrangers qui pourraient prendre à terme, en tout cas, le contrôle d'Air France. Alors, je me tourne vers vous, Mathieu Plane. Est-ce que vous voyez plutôt ce verre à moitié vide ou à moitié plein ? Je sais pas comment je vois le verre en fait. Clairement, on voit qu'il y a des intérêts partagés dans ce type d'opération, notamment en étendant le capital, enfin en tout cas avec l'entrée des Chinois et des Américains. Il y avait aussi un besoin de recapitalisation, de nouveaux fonds, notamment. Il n'était pas sûr que le marché aurait pu permettre comme ça, en tout cas dans une émission d'action classique, de trouver ces fonds-là. Donc on peut dire, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose. Après, il va falloir voir comment vont se nouer ces partenariats-là. On voit qu'il y a quand même des intérêts partagés. Maintenant, bien sûr, c'est des gros acteurs sur le marché. La question de l'indépendance, ou en tout cas de savoir si ça va être un partenariat équilibré qui va permettre de générer justement une activité assez intéressante, en tout cas sur les différents continents. Et on voit que le positionnement, notamment sur les compagnies aériennes, est assez complexe de ce point de vue-là. Mais est-ce que Air France ne va pas se faire grignoter petit à petit? Et c'est vrai, c'est une question qui est légitime. Et puis après, c'est vrai que les participations de l'État ont été diluées à travers cette nouvelle émission d'action et l'entrée des Chinois et des Américains au capital. Alors Christian Saint-Etienne, est-ce que vous voyez, vous, une opportunité pour Air France ou est-ce qu'il faut avoir peur? Je pense qu'il faut distinguer 2 aspects, l'aspect stratégique et l'aspect de compétitivité. Sur le plan stratégique, c'est très bon pour Air France, puisque Air France fait l'essentiel de ses bénéfices sur l'Atlantique, dans sa relation avec Delta et Virgin. Donc cette initiative permet de renforcer cette alliance et c'est donc nécessaire pour Air France. Par ailleurs, le marché chinois se développe à grande allure, donc renforcer la coopération avec la compagnie chinoise est aussi absolument clé. De ce point de vue, donc, sur le plan stratégique, c'est une bonne initiative. La question qui est posée sur le grignotage va dépendre complètement de la compétitivité d'Air France par rapport aux autres compagnies, mais de façon plus générale aux autres compagnies de cette alliance, mais aussi par rapport aux compagnies hors alliance, notamment les compagnies de court terme. Alors, Air France est lancée dans la constitution d'un pôle low cost. Les pilotes ont mis 7 ou 8 ans à accepter l'idée. Ça vient d'être acté très récemment. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Et surtout, et c'est là où on a des difficultés à répondre, il faut que Air France se remette à investir massivement. Et la question, c'est est-ce qu'elle en aura les moyens et surtout, est-ce que les gains de compétitivité de la compagnie vont lui permettre de mener ses investissements? Alors, dans ce dossier, ce qui interpelle, c'est que la compagnie China Eastern n'est pas une entreprise comme les autres. On le sait bien, derrière cette entreprise, c'est l'État chinois qui est derrière, qui détient une grande partie de cette compagnie. Est-ce qu'il faut avoir peur pour nos emplois? Est-ce qu'il y a un risque, à terme, pourquoi pas, de délocalisation? Non, parce que sous réserve que Air France garde sa compétitivité et que l'État français ne soit pas à genoux. Ce qui pose à ce moment-là la question globale de la compétitivité et de la stratégie de développement de la France dans le monde. Nous sommes dans un moment très particulier de l'histoire. On en a connu d'autres de ce type, mais nous sommes dans la 3e révolution industrielle qui est en train de s'accélérer. Nous sommes au point de maturation de cette 3e révolution industrielle qui a commencé il y a une trentaine d'années, dont le cœur de fonctionnement c'est l'informatique et le numérique. Et donc, dans cette mutation qui s'accélère, les États ont un rôle clé à jouer. La Chine, c'était rien il y a 20 ans. C'est aujourd'hui l'équivalent des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Elle est peut-être devant. Donc, en tout cas, la compétition est colossale. Donc, deux remarques pour terminer. La première,
c'est qu'il n'y a pas de compagnie aérienne puissante sans une économie puissante derrière. Hein. Et deuxièmement, si la France n'est pas en mesure de résister à la Chine et aux États-Unis dans la troisième révolution industrielle, se pose une question fondamentale qui est l'émergence d'un noyau dur d'États européens capable de peser sur le développement, favorablement sur le développement des entreprises basées en Europe. Alors, on est en train de parler d'Air France, mais Mathieu, il y a d'autres, on pense bien sûr à d'autres grandes entreprises, Arcelor, Alstom, Lafarge, Alcatel-Lucent et d'autres. Est-ce que ce n'est pas une tendance actuelle que nos plus belles entreprises sont en train de devenir des proies et que petit à petit, elles sont toutes en train de passer sous pavillon étranger ? Si, il y a quand même ce risque-là. Alors, il faut voir si c'est pour quelles raisons. Hein. Il y a quand même plusieurs raisons qui peuvent être évoquées. Il faut savoir, est-ce que ça présente un risque, effectivement, des délocalisations, de captation technologique aussi, hein, parce qu'on voit dans ce jeu de concurrence ou de compétitivité, on voit qu'on n'est pas tous armés de la même façon. Quand on parle effectivement des Chinois, qui sont extrêmement interventionnistes sur leur industrie, qui subventionnent leur industrie, des principes de réciprocité qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a quand même une forme de méfiance à avoir, ce qui ne veut pas dire que forcément les investisseurs étrangers sont mauvais ou sont mal intentionnés. Mais il faut aussi avoir une vision de long terme sur ces grands groupes industriels. D'ailleurs, on a cette particularité en France d'en détenir quand même beaucoup. Et on a peu d'entreprises de taille intermédiaire, mais on a beaucoup de grands groupes et de multinationales, pour certains qui sont sous-capitalisés et qui sont effectivement des proies potentielles. Le problème, c'est effectivement à long terme, est-ce que c'est juste une ambition d'investissement, de partenariat, de coopération, ou est-ce qu'effectivement c'est une rachat parce que c'est des concurrents directs qui peuvent soit capter la technologie, soit effectivement regrouper après leurs activités ailleurs. Donc il faut quand même être assez méfiant. Assez méfiant, en tout cas, l'État a un rôle à jouer, hein, comme on peut le voir, et dans beaucoup de pays, effectivement, il a son mot à dire. Maintenant, on voit qu'on vit dans un monde assez compliqué de ce point de vue-là, où finalement les investisseurs ne se font pas de cadeaux. Hein. Donc, oui, il faut regarder secteur par secteur, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête petit à petit. Effectivement, ces technologies sur lesquelles on est en pointe, faire attention aussi de les maintenir et de faire en sorte que voilà, il y ait une façon de préserver cet outil industriel. Alors messieurs, il y a un deuxième sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine, à l'heure tourne, on est obligé d'avancer, c'est la politique du logement voulue par Emmanuel Macron. Alors il y a d'abord eu cette petite phrase d'Emmanuel Macron devant les préfets. Le président demande à tous les propriétaires de baisser leur loyer de 5 € par mois pour compenser la baisse des APL. Alors sans surprise, bien sûr, l'Union nationale de la propriété immobilière a rejeté cette demande, mais compter comme ça sur la solidarité des propriétaires, c'est quand même assez étonnant de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est naïf ou est-ce qu'il fait semblant de l'être ? Je pense qu'il fait semblant de l'être, puisque les loyers, en fait, baissent naturellement depuis 2 ans. L'Observatoire Clameur, d'ailleurs, vient de sortir un nouveau chiffre avec justement cette tendance depuis le début de l'année. Voilà. Alors simplement, c'est inquiétant sur un point, c'est que les propriétaires, compte tenu de la baisse des loyers, ne font plus les travaux. Donc le parc immobilier est en train de vieillir. Donc en réalité, il ne faut plus voir le territoire français comme étant un territoire homogène. Du point de vue de la politique du logement, vous avez des zones tendues qui sont essentiellement le bassin parisien, Marseille et Nice, donc la Côte d'Azur, et puis toute la partie ce qu'on appelle le Genevois, c'est-à-dire en gros la Savoie qui est proche de Genève. Ce sont les 3 grandes, et puis Lyon, donc ce sont les grandes zones tendues sur notre territoire, qui sont en sous-investissement chronique. Il faut réinvestir massivement en immobilier, notamment en logement intermédiaire sur ces zones-là. Et puis vous avez le reste du territoire où il faut continuer d'investir et d'améliorer l'habitat, mais où il n'y a pas du tout cette intensité d'action, de demande. Et donc là aussi, l'État doit agir pour libérer des surfaces pour permettre de restructurer l'habitat et de le densifier. Alors c'est un paradoxe peut-être pour les auditeurs, mais dans la période qui est la nôtre, surtout si on veut aller vers de la croissance durable, il faut absolument densifier le logement dans les zones denses
autour de transports en commun qui permettent de rentrer dans un modèle vertueux de croissance durable. Et là, il faut une véritable stratégie de l'État. Donc, c'est gentil de la part du président de demander aux gens de baisser les loyers, mais c'est une pitchonnette. Le point clé, c'est quelle stratégie de l'État. Un élément parmi d'autres, puisqu'on a vu que le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a accordé une interview au Figaro cette semaine. On voulait vous faire réagir sur cette interview. Il nous parle de cette future loi voulue par Emmanuel Macron de revoir entièrement le système. Il veut revoir certes les aides au logement, mais également les dispositifs d'investissement locatif type Pinel. Est-ce qu'il a raison, Mathieu Plane, Emmanuel Macron, de vouloir mettre fin comme ça à toutes ces subventions ? En tout cas, il faut lister un certain nombre en tout cas, l'ensemble des aides au logement qui peuvent fonctionner. Et c'est vrai que certaines aides à la pierre fonctionnent mal et sont mal soit localisées, soit n'ont pas les effets attendus. Enfin, il y a et font grimper les prix peut-être parfois. Peuvent faire grimper les prix et effectivement, Christian Satienne l'a bien rappelé, il y a quand même le marché du logement extrêmement segmenté en France en fait. On a quand même des zones très tendues et l'agglomération parisienne où effectivement ce que vous avez dit sur plutôt le littoral méditerranéen en fait partie. Maintenant, le reste de la France n'est pas dans cette situation-là. Et donc la question, c'est comment libérer du foncier en fait. C'est la question qui se pose. Alors on voit c'est vrai que c'était un peu étonnant cette séquence sur les APL parce que quelque part on a dit, voilà, il a expliqué que la baisse des APL était liée au fait que les APL n'étaient pas efficaces, que c'était inflationniste. Bon, alors on peut discuter de ça parce qu'effectivement, 90% des bénéficiaires d'APL sont au-delà du plafond déjà des loyers. Donc, et les APL n'ont pas augmenté, bien loin de là, autant que les loyers. Donc on ne peut pas faire une corrélation aussi simple. Et ce qui est étonnant, c'est que s'ils considéraient ça, alors à ce moment-là, il doit s'en remettre au marché et considérer que si on baisse les APL, les prix baissent. Et cet appel-là montre qu'en fait le marché ne fonctionne pas de cette façon-là. Et donc la question apparaît par contre dans la restructuration globale, elle est effectivement comment libérer du foncier dans les zones tendues pour construire. Donc il y a aussi des questions de fiscalité qui ont été notamment évoquées. Aujourd'hui, vous avez en fait votre fiscalité sur les plus-values diminue avec le temps de détention en fait des biens et notamment sur le foncier non bâti, ça pose un problème parce que vous avez intérêt à le garder. L'idée, ça serait, et il l'a évoqué, c'est éventuellement d'inverser les choses, de façon à libérer du foncier et faire en sorte que si vous voulez libérer ce foncier et que ce soit fiscalement intéressant, c'est pas la durée de détention qui doit être le déterminant. Donc il y a des choses comme ça pour créer de la mobilité foncière, libérer des espaces et construire des logements dans les zones tendues, parce que c'est quand même ça, le facteur numéro 1, c'est le facteur d'offre pour faire baisser les prix. Alors, Christian Satienne, comment on fait justement pour aider cette politique de l'offre? Quels seraient les leviers les plus efficaces? On peut éventuellement penser à jouer sur les normes, c'est bien connu, hein, il y a vraiment une profusion de normes. Est-ce que ça, c'est une piste sérieuse? Oui, c'est une piste, mais ça ne suffit pas. Il faut une vraie politique du foncier. Prenons l'exemple de l'Île-de-France. Très peu de gens, y compris dans les élites dirigeantes, savent que l'Île-de-France est le moteur de la France. L'Île-de-France, c'est 31% de son PIB, et contrairement à ce qu'on imagine en province, moi je suis originaire de province, les gens pensent que Paris pille la province, c'est exactement l'inverse. Hein. Paris, c'est 31% du PIB, 22-23% du revenu national. Paris, c'est une colossale machine à produire des richesses qui sont redistribuées sur le reste du territoire. Lyon, dans une moindre mesure, joue le même rôle, à peu près 10 fois plus petit que Paris, mais c'est un second moteur. Donc, qu'est-ce qu'on observe en Île-de-France? Il n'y a pas de structure institutionnelle adaptée. Comparons à Londres. À Londres, vous avez une autorité qui est l'autorité du Grand Londres, qui a les 3 instruments d'une politique stratégique de développement dans la croissance durable. L'OCDE a fait des travaux sur ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance métropolitaine. Les villes qui réussissent sont celles qui ont une autorité de gouvernance qui a 3 fonctions clés, qui doit donc maîtriser simultanément la croissance économique, le transport et le foncier et donc l'habitat. Il n'y a aucune structure de ce type. En Île-de-France, il doit y avoir de mémoire 1200 communes. Donc, il n'y a pas d'intégration. On a créé un faux Grand Paris, qui est une petite structure de 7 millions d'habitants. Le véritable Grand Paris, c'est celui de l'aire urbaine de Paris, qui est calculé par l'INSEE, qui est de 11 millions et demi d'habitants. Il faut créer une structure intégrée qui soit capable de mener une politique de développement économique, de foncier et de transport en commun sur cette métropole de 11 millions d'habitants.
C'est une urgence absolue. Ça aurait déjà dû être fait depuis 20 ans. Il y a beaucoup de domaines comme ça où on a pris 20 ans de retard. Donc il faut absolument rattraper d'un seul coup le retard. Et c'est seulement en mettant en place une structure de gouvernance de ce type qu'on pourra obtenir, enfin mettre en place les politiques qui permettront de libérer le foncier. Et ce fameux choc de l'offre dont nous parle Emmanuel Macron. Mais vous voyez que ça suppose une réforme institutionnelle et donc législative, mais c'est une urgence. Juste peut-être un mot quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, si on avait une structure, on va dire en tout cas homogène, uniforme, hein, pour prendre des décisions, et notamment sur l'urbanisation, sur toute la politique du logement, ça faciliterait les choses. En même temps, la comparaison avec Londres est intéressante, parce qu'il y a quand même le Grand Londres qui sont quand même confrontés au même problème. C'est-à-dire que Londres, malgré ses défis, mais quand même a beaucoup mieux réussi, mais avec une inflation quand même très forte sur les prix de l'immobilier. Et il y a aussi ce même phénomène qui est, d'un côté, il y a Londres et le reste du Royaume-Uni. On a quand même un problème aussi de concentration et des effets d'agglomération qui posent aussi un certain problème. C'est-à-dire que ces concentrations-là tirent les loyers vers le haut. On voit que, par exemple, en Allemagne, on n'est pas du tout dans cette même situation. Donc, il y a aussi comment gérer aussi ces énormes métropoles. Alors, un dernier mot. Sur ce point, c'est un sujet important. Les métropoles, il ne faut absolument pas freiner leur développement, mais la question qui est absolument clé sur le plan stratégique également, c'est comment on irrigue le reste du territoire à partir de ces métropoles. Et l'autre point qui, à mon avis, pourrait être une politique française intelligente dans la métropolisation, qui nous distinguerait de Londres, c'est à côté du mouvement HLM qui a été créé il y a 100 ans en France et qui s'est développé après la Libération, je pense que dans le cadre des métropoles, il faudrait créer un nouveau système qui peut être géré par les mêmes institutions que celles qui gèrent les HLM, qui serait des HLI, des habitations à loyer intermédiaire, qui permettraient de loger dans un cadre semi-public, qui permettrait de contrôler les loyers afin d'éviter l'inflation à Londres. Mais on voit que c'est toute une vision globale qu'il faut mettre en œuvre et il y a urgence à le faire. Alors messieurs, on voulait vous faire réagir sur un troisième sujet. Cette semaine, on a également parlé des privatisations avec l'annonce de la vente de 4,5% du capital d'Engie pour 1,5 milliard d'euros. Alors Emmanuel Macron, il souhaite se désengager de certaines grandes entreprises publiques en cédant donc une partie de leurs actifs. D'autres grands groupes devraient suivre. On parle d'Orange, de Renault ou encore des aéroports de Paris. Vendre comme ça les bijoux de famille pour financer l'innovation, est-ce que c'est la bonne stratégie, Christian Saint-Etienne? Moi, je suis très réservé. Vendre ces entreprises pour faire quoi? Si c'est pour payer... L'innovation, pour financer l'innovation. Non, mais justement, si c'est véritablement mis dans un fonds d'innovation, et quelle politique de ce fonds d'innovation, très bien. Mais comme c'est le plus probable, si ça fait les fins de mois, c'est une catastrophe. Je rappelle que dans le grand emprunt qui a permis de créer comment s'appelle cette structure des investissements d'avenir, voilà, une grande partie de cette institution des investissements d'avenir, enfin une part significative des fonds dans les 5 dernières années a été utilisée pour faire le fin de mois d'un certain nombre de ministères. Donc, si vous voulez, ça revient sur la question initiale d'Air France. Pour moi, on ne sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, je pense qu'il faut un État stratège et des fonds de pension. Le problème, c'est quand l'État vend, parce qu'il est broke, il est en semi-faillite, il n'a plus de pognon, donc il vend les bijoux de famille, c'est ce qui se passe. Bon, si on avait des fonds de pension et que l'État vendait à des fonds de pension, c'est-à-dire des systèmes de retraite complémentaires qui appartiendraient aux Français, je dirais très bien, bravo. Mais maintenant, si on vend et que ce sont des fonds de pension américains ou japonais qui achètent, on perd sur tous les tableaux. Parce que si on fait des gains de productivité dans nos entreprises, comme on va être obligé de le faire dans les années qui viennent, ce sont les actionnaires américains et japonais qui empocheront. Donc je pense qu'il faut... Alors, dernier point sur ce sujet, les grandes entreprises, bon, on peut les critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce sont des têtes de filière et ce sont des acteurs clés dans la recherche et développement et dans l'ouverture des marchés mondiaux. Elles devraient là aussi travailler mieux avec les ETI et les PME, mais ce sont des têtes de filière clés. Et là aussi, il faut une politique stratégique. Si vous voulez, on est dans un monde brutal, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure. Il est brutal, on peut disserter indéfiniment, il est comme ça. Donc tout le monde a des politiques stratégiques très offensives. Si la France ne fait pas pareil, et si on n'est pas capable en plus de créer un noyau dur européen qui est la masse critique pour le faire, on va se faire laminer, point. Mathieu Planche, je vous vois acquiescer. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Christian Saint-Etienne là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi une vision stratège
dans cette industrie dans lequel l'État a une participation élevée et définir des secteurs stratégiques dans lesquels il doit intervenir. On ne vend pas les bijoux de famille. Non, alors d'abord, il y a la question, c'est les bijoux de famille, pour faire quoi? Donc ça, c'était bien évolué. C'est-à-dire qu'on va faire un fonds, on va doter l'investissement qui doit rapporter 10 milliards entre 200 et 300 millions. Je regardais juste Engie, rapporte avec les actions, les 10 milliards que détient aujourd'hui l'État, ça leur rapporte à peu près 500 millions de dividendes, ça leur rapporte plus aujourd'hui. Donc on pourrait à ce moment-là mettre une tuyauterie en place et vous garderez la participation en plus de l'État dans le conseil d'administration. Exactement. Donc quel est l'intérêt de vendre pour prendre du capital? On va le placer où en fait ce capital? Donc là on voit que c'est un secteur important, c'est stratégique, il y a un rendement, l'État a son mot à dire, donc je ne suis pas sûr que cette stratégie-là soit la bonne, surtout pour créer un fonds d'innovation. Donc on n'est pas vraiment le fléchage, on ne sait pas exactement comment il va fonctionner. On n'a pas la stratégie de ce On n'a pas la fonds. stratégie d'ensemble, quoi. On n'a pas la vision d'ensemble et ça pose quand même un problème là-dedans. Et alors, dans son édition d'aujourd'hui, Le Monde nous parle d'une possible privatisation partielle de la Française des Jeux en 2018. Est-ce que c'est souhaitable, ce possible retour à des privatisations en France? Alors, la Française des Jeux, ça pose plus un problème moral, puisque c'est question de jeu, qu'un problème stratégique. Hein, puisque dans le monde en pleine ébullition qui est le nôtre, il faut absolument que les États restent puissants dans les technologies, dans l'énergie, dans la finance. Bon, les jeux, ça peut paraître accessoire et ça pose surtout une dimension morale. Est-ce que ce qui normalement jusqu'ici était contrôlé par l'État doit passer au privé? C'est moins stratégique. Et là, je pense quand même que l'État devrait garder une position d'actionnaire de référence. Un dernier mot. Oui, non, juste sur la Française des Jeux, c'est vrai que la question se pose. Alors, il y a effectivement les questions d'addiction au jeu et tout ça, mais effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit aussi stratégique que l'énergie ou la filière nucléaire. Bref, ou même les transports. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, les recettes qu'a l'État par la Française des Jeux, c'est surtout par les taxes, en fait. Les taxes qu'il y a sur les jeux et assez peu par les bénéfices qui sont générés. Donc, en fait, ces taxes vont quand même rester. Donc, même si ça passait sous secteur privé, ces taxes resteraient. Très bien, merci à tous les deux. On vous retrouve dans 15 jours pour un prochain grand débat du vendredi. Très bonne journée. Merci. Merci.